Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il a fallu attendre 16 ans de procédure judiciaire pour que finalement la justice rende un verdict, une décision très attendue, et ce sera un non-lieu définitif finalement qui est tombé jeudi dernier, jeudi 5 janvier, dans ce dossier très lourd, très chaud du chlordécone. Le chlordécone, ce pesticide organochloré, je rappelle, qui a été utilisé pendant des décennies dans la Guadeloupe et la Martinique contre le charançon du bananier et qui a empoisonné littéralement l'environnement et la population et qui était donc soupçonné de provoquer de nombreuses maladies au sein de cette population. Les magistrates instructrices reconnaissent un scandale sanitaire sous la forme, je cite, d'une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants de Martinique et de Guadeloupe. L'enquête a bien établi, selon elle, je cite encore, les comportements asociaux de certains des acteurs économiques de la filière banane, relayés et amplifiés par l'imprudence, la négligence, l'ignorance des pouvoirs publics, des administratifs et des politiques qui ont autorisé l'usage du chlordécone à une époque où la productivité économique primait sur les préoccupations sanitaires et écologiques. Malgré ça, malgré ces reconnaissances des magistrates instructrices, eh bien, c'est un non-lieu qui est prononcé. Elles évoquent, ces magistrates, la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés, commis 10, 15 ou 30 ans avant le dépôt de plainte. La première plainte étant tombée en 2006. Voilà, donc un non-lieu à haute valeur symbolique qui a été évidemment redouté par les élus et les habitants de Martinique et de Guadeloupe et qui désormais dénonce un déni de justice et qui devrait d'ailleurs faire appel de cette décision. Alors pour parler de ce scandale sanitaire qu'est le scandale du chlordécone, nous sommes avec deux invités. Alix Moulanier, bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin, membre de l'association de l'AMSES, l'association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé. Et je précise que l'AMSES, donc cette association, s'est constituée partie civile auprès des associations, d'autres associations qui ont déposé plainte devant le tribunal correctionnel de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui et empoisonnement par le chlordécone. Et puis nous sommes également avec Serge Haribo. Bonjour Serge Haribo. Oui, bonjour à tous vos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous, en direct avec nous. Il est quelle heure en Martinique là ? Il est 2h54. Merci beaucoup d'être levé avec nous en direct. Vous êtes agent hospitalier et secrétaire général de l'UGTM Santé. L'UGTM, c'est le syndicat, l'Union Générale des Travailleurs de la Martinique. Alors peut-être pour reprendre cette affaire, je vais vous demander à vous, docteur Moulanier, si vous voulez faire un petit résumé d'abord sur des procédures que vous avez suivies de près, puisque vous êtes constitué partie civile, et puis j'imagine de la déception au moment de ce non-lieu. Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que cette affaire, la première plainte concernant l'affaire du chlordécone a été posée en 2006. Donc, suite à cette première plainte qui a été déposée, il y a eu depuis en Martinique de nombreuses manifestations dans les rues contre la prescription, puisque vous savez que la prescription faisait que normalement, en 2003, l'affaire devait être en fait close. Et ces manifestations a priori populaires ont été entendues puisqu'aujourd'hui, le non-lieu qui tombe, c'est important de l'entendre, n'est pas mis en avant du fait d'un problème de délai de prescription, mais bien du fait d'une difficulté aujourd'hui, d'une incapacité, en tout cas c'est ce qui est dit dans le compte-rendu, une incapacité à rapporter les preuves. Donc, les délinquants, les personnes physiques qui ont commis donc les délits. Alors, il est vrai que l'AMSES a interjeté appel le 6 janvier et donc, bien sûr, le combat continue. D'accord. Mais malgré tout, j'imagine que c'est un petit peu facile, non, de dire qu'il est impossible de rapporter les preuves pénales des faits dénoncés quand cela fait tant et tant d'années que ces plaintes sont déposées.
Et donc que la procédure judiciaire a été si longue. Finalement, on a un peu l'impression que c'est un faux semblant de justice, avec une justice qui traîne, et on a toujours les mêmes impressions sur différents scandales. Hein. Là, c'est le chlordécone, mais le Mediator, c'est pareil, la Dépakine, le Levothyrox. À chaque fois, il faut attendre 30-35 ans pour finalement qu'il n'y ait pas forcément de responsabilité, puisque soit il est trop tard, soit les liens de causalité ne sont pas tout à fait prouvés. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un côté très frustrant dans ces décisions judiciaires, docteur Moulanier. Il y a un côté frustrant, certes. Il y a aussi beaucoup de colère, d'incompréhension. On essaie de faire comprendre les choses, déjà les comprendre nous-mêmes. Ce que l'on sait, c'est que les délais judiciaires sont excessivement longs. C'est quand même une affaire excessivement grave et importante qui impacte la santé, qui impacte et qui impactera la santé de la population antillaise pendant encore très longtemps, puisque en fonction de la nature des sols contaminés, on va dire la détoxification des sols prendra entre 100 et 600 ans, avec des familles qui sont complètement décimées dans certaines catégories de la population, avec des professions aussi qui aujourd'hui ont un retentissement du fait de cet empoisonnement important. Je pense aux pêcheurs, je pense aux agriculteurs qui, eux, n'auront pas d'indemnité et qui ne sont pas indemnisés. Et donc, effectivement, l'impact sur la société martiniquaise et guadeloupéenne est vraiment énorme. Oui, je rappelle ces quelques dates et puis Serge Haribo, je vais vous faire réagir. En 1976, le chlordécone est interdit aux États-Unis. Il faut attendre encore combien d'années pour qu'il soit interdit en métropole ? En 91, il est interdit en métropole, mais l'État français accorde des dérogations pour qu'on puisse encore utiliser le chlordécone dans les Antilles. On marche sur la tête, en fait, là, Serge Haribo. Tout à fait, parce que sans rester dans les sentiments, il faut être très factuel. Je crois qu'on a passé les 50 dernières années à premièrement utiliser un produit qui était néfaste pour la santé de la population. On a autorisé et prolongé l'utilisation de ce produit. Alors, 2 juges dans leur bureau, tranquillement, disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments. Je crois que là, encore une fois, vous-même, vous donnez ces éléments. Pourquoi a-t-on prolongé l'utilisation de ces produits? Qui s'est permis d'avoir ces autorisations? Ils sont dit très clairement que l'État a donné des dérogations à la demande des producteurs. Donc, pour la banane, pourquoi pour un insecte charançon, pour l'éliminer, faire de la production et continuer à faire des gains. C'est surtout ça qui est important. Donc ce pesticide, le chlordécone, a été utilisé, mais ce qui a lieu de savoir, c'est quand on poursuit l'utilisation de ce produit, je vous dis simplement, je vous donne des chiffres, jusqu'à 2019, il y avait déjà plus de 600 études et 600 études scientifiques dans le monde sur le chlordécone. Donc, quand on nous dit qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, je crois qu'il faut revenir à des notions un peu plus claires et transparentes, parce que là, la vérité est remplacée par le mensonge. Et il faut bien comprendre aussi que la différence qu'il y a avec les affaires de Distilbène, de sang contaminé, de Dépakine ou de Mediator, c'est qu'il y a eu procès. Et là, on en est toujours à l'instruction et on donne un non-lieu, c'est-à-dire on ne veut pas aller devant la justice et dire clairement, quand vous dites producteurs bananiers qui ont demandé des autorisations, quand vous dites gouvernement et membres des ministères qui ont donné des autorisations, quand vous reconnaissez qu'il y a là un scandale sanitaire, derrière ça, il y a des humains. Les humains, vous avez les humains, vous avez l'environnement qui est détruit, les sols, les rivières, les animaux et la population sont tous concernés en Martinique, en Guadeloupe. Et
Je crois qu'il faut bien comprendre les choses, les conséquences aujourd'hui. Plus de 90% de la population est contaminée et 25% de la population, c'est le quart de la population martiniquaise, est concernée par des taux considérés à risque qui peuvent conduire à des maladies, à des pathologies que l'on connaît aujourd'hui et qui risquent de développer ces pathologies parce qu'ils sont surexposés au chlordécone. Et c'est les éléments essentiels qu'il faut retenir. On va continuer de parler de ces éléments essentiels de cette affaire, de ce scandale sanitaire, puisque ce sont même les mots des deux magistrates. On en parle encore avec vous, Serge Haribo, Alix Moulanier, mais il est 8h02 sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. D'ailleurs, je me demande si on ne dit pas plutôt la chlordécone. Je demanderai à mes deux invités. Nous sommes toujours avec Alix Moulanier, médecin généraliste, membre de l'association de l'AMSES, l'association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé. Donc l'AMSES qui s'est constituée partie civile auprès d'autres associations qui ont porté plainte devant le tribunal correctionnel de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui et empoisonnement par le chlordécone. Et puis nous sommes toujours avec Serge Haribo, agent hospitalier et secrétaire général du GTM Santé, donc en Martinique, l'Union Générale des Travailleurs de la Martinique. Première question d'abord, on dit le ou la chlordécone ? Je ne crois pas que ça change tellement le problème au niveau des conséquences que cette molécule peut apporter. Simplement pour dire que cette molécule, elle n'est pas une molécule naturelle, c'est quelque chose qui a été créé en laboratoire. Alors le ou la, les conséquences, elles sont plurielles, elles sont énormes et elles sont surtout des conséquences de négligence volontaire pour certains cas, involontaire pour d'autres. Mais l'utilisation de cette molécule a été, dans un premier temps, arrêtée aux États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé a donné des préconisations, a mis cette molécule dans des catégories dangereuses au niveau des possibilités d'évolution de cancer. Et c'est ce qui est essentiel à reconnaître aujourd'hui. Il y a eu des fautes. Et dans l'ensemble, aujourd'hui, en 2022, après 50 années, en 2023, après 50 années d'utilisation, où est-ce qu'il y a eu l'utilisation de cette molécule et les conséquences qui sont visibles aujourd'hui, je crois que c'est une interpellation importante parce que les produits phytosanitaires ont des conséquences sur la vie humaine, sur la consommation, sur l'alimentation, sur le développement des enfants, sur nos capacités à réagir vis-à-vis de problèmes de santé. Et je crois que c'est important que la sécurité sanitaire qui est aujourd'hui dans le cadre de la France une prérogative de l'État a été bafouée. C'est pour l'essentiel. Je crois qu'il faut retenir de cette histoire. Oui, on va revenir sur ce principe de sécurité sanitaire et même de principe de précaution dont on entend parler tous les jours et visiblement ici, en tout cas, il n'a pas été appliqué. Mais d'abord, Serge Haribo, avant de redonner la parole au docteur Moulanier, est-ce que vous considérez finalement que ce non-lieu est une façon d'étouffer l'affaire ? Le fait déjà de prononcer un non-lieu et de faire croire que l'on n'a pas les éléments pour pouvoir au moins ouvrir un procès et mettre tout le monde dans un tribunal pour moi c'est une faute. C'est important parce qu'on n'a jamais cessé de répéter, parce que je vous rappelle simplement qu'en 1974, il y a eu une grande grève. C'était dans cette période de janvier-février, où est-ce qu'il y a eu 2 morts, et l'une des revendications des ouvriers agricoles, c'était l'arrêt d'utilisation des pesticides dans les champs de bananes. Et je crois que tout de même, on ne peut pas prononcer un non-lieu, alors que l'une des revendications, c'était pour les ouvriers, protégez-nous de ces dangers, de ces produits utilisés. Donc dès 1974, l'État est en face déjà de cette responsabilité. Les producteurs de bananes étaient dans cette monoculture en responsabilité, et je crois que ce non-lieu est prononcé alors que dès
manifestations se sont produites et nous voyons déjà, en très peu de temps, en l'espace d'1 an, nous avons des militants anti-chlordécone qui sont devant les tribunaux. Il y a déjà eu prononcé en première instance justement le fait de ne pas reconnaître qu'ils étaient fautifs. Et aujourd'hui même, ce mercredi, il y a un des militants qui se retrouve en cour d'appel parce que des producteurs mécontents de la première instance ont déclenché une procédure d'appel. Donc quand on veut aller vite, on va vite, mais quand on veut ralentir les choses, on laisse traîner pendant 16 ans et on ne donne pas à la justice sa vraie valeur. Et c'est ce qui est important à comprendre dans cette société. Il y a trop de défaillances de justice d'État. Et ce n'est pas la justice populaire qui se prononce. C'est la justice de l'État qui est en train de se prononcer dans ce non-lieu. Oui, et c'est l'État qui aurait pu être responsable, donc c'est quand même un peu pratique. Alors, et je le dis et je le répète, les gens le prendront comme ils le voudront. L'État, à travers ses ministres, il y en a même un qui est arrivé à être président de la République, sont fautifs. L'État est fautif. Il y a des personnes au niveau de l'État qui ont eu les plus grandes responsabilités qui sont fautives. Le président actuel est fautif dans la manière de traiter ce problème, dans la manière de se prononcer, dans la manière d'infantiliser les hommes politiques qui ont posé ces problèmes. Et je crois que tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Dans cette société, dans son évolution, il faut des moments de transparence, de vérité. Et là, pour le moment, nous sommes complètement dans des voies de garage où est-ce qu'on essaie de faire taire la vérité. Et je crois que c'est important de le dire. Les responsables, il y en a encore présents. Les bénéfices tirés de cette molécule qui a été utilisée dans les champs de bananes pour une production et pour des gains sont toujours là. Et je crois qu'il y a lieu de poursuivre le combat et je crois que c'est ce que feront les différents acteurs qui ont déposé les plaintes civiles avec les avocats. Alors je me tourne vers Dr Moulanier, puisque vous êtes également membre de cette association, l'AMSES, l'Association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé. Donc j'aimerais vous poser cette question, celle de la sécurité sanitaire qu'a soulevée Monsieur Haribo, et du principe de précaution. C'est-à-dire que ce principe de précaution aujourd'hui, qui est appliqué à l'extrême, précisons-le, en France, par les normes européennes notamment, on a l'impression que là, il a été complètement oublié, mis de côté sur cette affaire du chlordécone. Oui, effectivement, tout à fait. Il y a 2 poids 2 mesures. Une fois de plus, c'est en tout cas notre vécu. Que la population des Antilles ne bénéficie pas des mêmes principes que la population de France. C'est indéniable. Concernant effectivement les problèmes posés par cette molécule sur la santé, ils sont énormes. Lorsque l'accident qui a permis de révéler la toxicité du chlordécone en 1976 a eu lieu en Virginie, donc aux États-Unis. On a vu à ce moment-là aux États-Unis la toxicité aiguë du chlordécone. Cette toxicité aiguë, elle est bien connue, elle est reconnue avec des problèmes donc neurotoxiques, d'épilepsie, de convulsions, de troubles de la mémoire, de tremblements, de Parkinson, et aussi une toxicité sur la reproduction, la reprotoxicité. Et ça, pardon, le lien de causalité, il a été prouvé entièrement là, à ce moment-là. Tout à fait, les études sont là, c'est prouvé. La difficulté aujourd'hui, ou en tout cas les études aujourd'hui dont nous bénéficions, et elles sont nombreuses, mettent en évidence non pas la toxicité aiguë du chlordécone, en tout cas dans notre population, mais la toxicité chronique, c'est-à-dire qu'avec le temps qui est passé, on est 50 ans plus tard, on aperçoit bien des difficultés, des différences dans la santé de la population martiniquaise et de la population guadeloupéenne par rapport à d'autres populations. Je vous rappelle que nous sommes tristement champions du monde en termes d'incidence du cancer de la prostate. Et cette toxicité, effectivement, a été reconnue, puisque le cancer de la prostate est maintenant reconnu comme maladie professionnelle dans certaines catégories professionnelles en Martinique et en Guadeloupe. Alors, si on résume bien pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs. En 1975, il y a cet accident dont vous parlez aux États-Unis
dans une usine, et on va découvrir les troubles neurologiques, les troubles testiculaires, et donc cette toxicité aiguë est reconnue à partir de 1975 aux États-Unis. En 1976, le chlordécone est complètement interdit d'ailleurs aux États-Unis. Et vous dites là que maintenant, on reconnaît en plus de la toxicité aiguë, la toxicité chronique finalement, 50 ans plus tard, et notamment ces maladies de cancer de la prostate qui se développent et qui sont en effet en record. Malheureusement, les Antilles détiennent ce triste record de cancer de la prostate. Et là, le lien également est effectué avec le chlordécone. Tout à fait, parce que le chlordécone, maintenant nous le savons, est un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire qu'il va venir impacter toute la santé des personnes qui en sont intoxiquées, et notamment chez les enfants. Des études menées en Guadeloupe, en Martinique, ont montré que, enfin de toute façon, c'est de constater que nous avons 50% des enfants en zone prioritaire en Martinique avec des retards neurodéveloppementaux, avec donc des problèmes de mémoire, avec des problèmes dyspraxiques, dyslexiques, des problèmes de retard intellectuel. Et ça vient du fait que le chlordécone s'accumule dans le corps des personnes qui en consomment grâce à l'ingestion d'aliments contaminés. Le chlordécone donc a été répandu sur la terre pour protéger donc les bananeraies du charançon, et s'est infiltré dans le sol où il stagne et où il prend du temps avant de s'évacuer. Et toutes les cultures aujourd'hui qui sont posées sur ces sols chlordéconés sont contaminées. Et c'est la nourriture que nous mangeons, la nourriture locale que nous mangeons. Oui. Donc, une femme qui est enceinte et qui mange des produits intoxiqués va incorporer ce chlordécone et possiblement aussi le transmettre à son bébé. D'accord. Et ça, cette toxicité chronique, elle est révélée depuis quand ? Alors, beaucoup d'études en fait ont mis ça en évidence en 2007 et 2008. On s'est rendu compte dans une étude d'Hibiscus que 41% des femmes intoxiquées avaient du chlordécone dans leur lait, et qu'à 3 mois de vie, leur bébé développait des hypothyroïdies. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même énorme, et c'est vraiment une maladie qui va impacter le développement cérébral de ces enfants. Alors, nous avons une... Oui. Non, mais une question toujours sur cette histoire de principe de précaution. Donc si on résume, en 1975, aux États-Unis, on découvre le lien de causalité finalement, de toxicité entre le chlordécone et on prouve la toxicité du chlordécone. On a probablement ces effets chroniques qui ne sont pas encore prouvés, mais là on aurait pu appliquer un principe de précaution dès ces années-là, dès les années 70. Et là il nous faut attendre 20 ans pour que ce soit, un, interdit en France, et deux, reconnu, que la toxicité chronique soit reconnue en France. Oui, le choix politique a été rapidement fait entre repenser la culture, mettre en place le principe de précaution qui aurait impacté effectivement certaines cultures en Martinique, en tout cas moi je parle pour la Martinique et en Guadeloupe, et ben, il a été fait un choix différent de privilégier une exportation d'aliments, à savoir la banane. Ouais. Bah oui, mais c'est quand même scandaleux. Et ça, pour moi, ce sont déjà des éléments en soi, des éléments de faute, des éléments sur lesquels on peut largement travailler pour un procès et pour définir une responsabilité. Il me semble. Ah oui. Peut-être que Serge veut se prononcer là-dessus. Serge Haribo. Oui. Il est clair que dans cette affaire, il y a des termes qu'on entend, on dit négligence, il y a des fautes énormes. Premièrement, étudier les répercussions de l'utilisation du chlordécone. On commence à faire les études qu'en 2003, Hibiscus, Carouille Prostate, c'est l'étude entre 2004 et 2007. L'étude Timoun sur les femmes enceintes, les nouveau-nés en 2004 en Guadeloupe. En 2013, c'est l'étude Canary sur les hommes et les femmes de plus de 18 ans, qui à chaque fois vont montrer
qu'il y a des conséquences importantes, que ce soit pour les femmes enceintes, que ce soit pour le développement des enfants, que ce soit pour les problèmes de prostate pour les hommes de plus de 45 ans. Et tout ça, pour vous dire, il y a du laxisme. On ne se préoccupe pas vraiment des conséquences pour la population, pour l'environnement. On se préoccupe donc simplement de la production agricole, des gros planteurs qui veulent continuer à faire leurs bénéfices. Et c'est là qu'il y a une faute. Et je l'ai dit aussi, il faut rajouter que après les États-Unis, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui tire la sonnette d'alarme. Ah oui. Il y a des ministres et dans des ministères où est-ce qu'à un moment donné, on indique dans les documents qu'il y a une difficulté à comprendre qu'on puisse demander une dérogation pour un produit qui est dangereux, et puis après, on efface ça. Et on permet par dérogation de continuer à l'utiliser. Il y a aussi le fait que on attend véritablement 20 ans, 30 ans pour comprendre véritablement qu'il y a là des données qui sont cachées, notamment au niveau de la direction de la santé, au niveau de l'ARS, au niveau de anciennement l'Agence régionale d'hospitalisation, qui était en charge, la direction départementale de la santé, qui était en charge de l'analyse des eaux que ce soit de rivières, des eaux utilisées pour l'alimentation. On a masqué et on a caché le fait qu'on trouvait des résidus de chlordécone dans ces analyses. Et ce n'est que par la suite, lorsque la commission d'enquête au niveau parlementaire va interroger l'un de ces fonctionnaires d'État qui est à la retraite, qui va dire oui, j'avais alerté, j'avais vu qu'il y avait des problèmes de chlordécone dans l'eau de Thau et on n'en a pas tenu compte. Donc tous ces éléments-là vont dans le sens que la question de la sécurité sanitaire, la question du principe de précaution, on ne l'a pas utilisé parce qu'on a 7000 kilomètres. Et on a caché l'affaire sous le tapis. Oui. Ah oui, l'affaire a été cachée sous le tapis, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des lobbies qui existent toujours en Martinique, en Guadeloupe, qui sont là et qui considèrent que la santé de la population est en retrait par rapport à leurs intérêts financiers, leurs intérêts alimentaire. Voilà. Alors, on va revenir sur rapidement sur cette affaire, en effet, de lobby, de corruption, parce que clairement, c'est ce qu'on peut entendre derrière ce que vous nous expliquez. Je voudrais juste, j'ai entendu quelque chose de quand même de très grave dans ce que vous avez dit, Serge Haribo, que l'OMS elle-même avait très vite tiré la sonnette d'alarme, c'est ça ? Oui, et ensuite, et derrière, a reculé finalement ? Non, l'OMS n'a pas reculé. La France n'en a pas tenu compte. D'accord. L'Organisation mondiale de la santé indique que la chlordécone peut avoir, et on met cette molécule en catégorie C vis-à-vis des problèmes de cancer, et en disant simplement que il y a de grands risques de conduite pour les populations vers des difficultés au niveau des cancers, même si elle ne dit pas catégoriquement il y a un taux de personnes atteintes, puisque les études seront faites par la suite. On n'en tient pas compte et les dispositions qui ont été prises par les différents ministères ont mis de côté cette prérogative qui a été émise par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord. Alors, dernière question, docteur Moulanier, qu'a abordé Serge Haribo, qui est évidemment essentiel pour comprendre aussi cette affaire. C'est évidemment l'affaire des lobbies de l'agroalimentaire. Ici, on comprend bien que derrière, il y a une grosse question d'argent, notamment des bananiers. Et vous qui travaillez dans cette association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé, j'imagine que ces questions et ces conflits entre l'agroalimentaire et la santé et l'environnement arrivent régulièrement. Vous devez avoir ça tout le temps. Tout le temps. Je ne vous cache pas qu'à l'AMSES, bien sûr, on s'inquiète en fait de tout ce qui peut nuire à la santé, à l'environnement. Mais c'est vrai que le principal dossier, c'est ce dossier du chlordécone, de ce pesticide. Pour ma part, c'est vraiment le dossier principal. C'est celui qui nous préoccupe le plus aujourd'hui.
même si tous les pesticides sont nuisibles à la santé, soyons clairs. D'autres pesticides sont cancérigènes, le chlordécone n'est pas le seul, mais en Martinique, notre problème majeur, c'est cette molécule qui est là encore pour de nombreuses années et qui impacte la société et la santé de la population. Oui, mais on voit bien que dans cette lutte d'influence entre les lobbies agroalimentaires et puis finalement tout simplement le bien-être, la santé de l'environnement et la santé humaine, on a l'impression que le choix a été fait dans certains lobbies et dans certaines assemblées. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 80% des cours d'eau en Martinique qui sont contaminés, plus de la moitié des nappes souterraines. L'eau qui est dans la terre s'infiltre dans les rivières et va dans la mer. Le poisson est contaminé. Donc, véritablement, c'est un problème suffisamment important pour que des décisions auraient dû être prises, des décisions vraiment politiques, là, d'interdire la culture sur ces sols-là, toute culture, de redisposer, de mettre en place la possibilité de cultiver sur des terres qui sont actuellement en friche et qui ne sont pas contaminées, parce que nous avons des terres qui ne sont pas contaminées, qui permettraient une culture pouvant nourrir la majorité de la population avec des produits locaux. Enfin, c'est vraiment une décision politique à poser et cette décision, elle ne vient pas. Oui, en plus d'une décision judiciaire décevante pour le moment, mais vous avez fait appel. Merci beaucoup à vous deux pour cet éclairage sur ce qui s'est passé autour de la chlordécone, évidemment du chlordécone. On continue de suivre avec vous cette affaire. Serge Haribo, agent hospitalier, secrétaire général de l'UGTM Santé, donc l'Union Générale des Travailleurs de la Martinique, et puis docteur Moulanier, membre de l'association de l'AMSES, Association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.